Bonjour, je suis Juliette du podcast TV Réaliste et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler de télé-réalité. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie du récap des portraits de la saison 20 de L'amour est dans le pré. Et je dois dire que je suis extrêmement agréablement surprise par les portraits de cette saison que je trouve globalement très très qualitatifs et qui nous promettent vraiment du grand divertissement, et surtout je trouve qu'il y a une grande variété dans les portraits présentés et donc une grande variété d'histoires aussi. Donc voilà, je suis super contente. Du coup aujourd'hui je vais vous présenter les 5 agriculteurs et agricultrices qui ont été présentés dans la deuxième partie de ces portraits. Donc c'était l'émission du lundi 20 janvier. Et avant de commencer tout de suite par la présentation des 5 agriculteurs et agricultrices, je voulais d'abord revenir sur ce que je disais sur Karine Le Marchand dans le dernier épisode. Je crois que j'ai été un peu dure avec elle, du coup je voulais essayer peut-être d'apaiser un peu ma relation avec Karine. Bon, qui est une relation à sens unique bien sûr. Bref, du coup, ce que je voulais dire, c'est que j'ai vu cette semaine, il y a un article qui est sorti expliquant que Cyril Hanouna, qui donc est l'animateur phare de la chaîne C8, cette chaîne C8 va bientôt ne plus être sur les ondes, va disparaître. Cyril Hanouna est en train de chercher où aller ensuite. Et il y a eu des rumeurs disant qu'il se pourrait qu'il vienne travailler à M6. Et Karine Le Marchand a dit si elle refuse de travailler dans le même endroit que Cyril Hanouna parce qu'elle ne supporte pas ce qu'il représente, c'est-à-dire un véhicule des idées d'extrême droite, et que si il s'avérait que Cyril Hanouna venait travailler chez M6, elle démissionnerait parce que c'est pas possible pour elle, c'est pas dans ses convictions. Du coup, je trouvais ça plutôt intéressant quand même. Et ça m'a fait être un peu moins critique avec elle. Et aussi, j'ai dit la semaine dernière, un peu injustement, qu'elle se déplaçait plus du tout, qu'elle était tout le temps dans sa petite maison pour recevoir les agriculteurs. En fait, je pense qu'elle fait quand même au moins 50% des déplacements. Donc, il fallait quand même que je relativise un peu, que je tempère un peu mes propos à son égard. Après, je trouve quand même qu'elle vend une sorte de franc-parler, de spontanéité avec les agriculteurs qui, parfois, voire souvent, est presque un peu un manque de respect. Donc là-dessus, je ne sais pas si c'est que moi qui suis peut-être un peu exigeante envers elle ou si c'est un ressenti partagé, mais j'ai quand même, je suis quand même parfois vraiment sidérée par certaines de ses remarques. Voilà, cette petite parenthèse sur Karine Le Marchand étant dite, je voudrais aussi dire que, en fait, moi je suis pas une fan de la première heure de L'amour est dans le pré, ça fait quelques années que je regarde un petit peu, et puis depuis 2 ans je regarde un peu plus assidûment, et je crois que je commence enfin à comprendre l'engouement et le succès de cette émission. Parce que déjà, ce sont des personnages... Enfin, le casting est très bien fait. Ils choisissent des personnages très attachants et très marquants, auxquels on a envie de suivre leurs histoires. Et puis, il y a tout ce côté aussi un peu... naturaliste entre guillemets, où on filme des beaux paysages et ça ressort beaucoup dans les portraits. Ça, on filme la France comme elle est belle, le terroir de la France, les paysages de la France agricole, les richesses du terroir français. Enfin, il y a un peu tout ce côté-là aussi qui fait que ça marche, et ça marche vraiment bien parce que les images sont magnifiques, parce que le montage est bien fait comme je le dis souvent, et le choix des musiques est aussi très très malin et juste, et ça fait que ça marche. Et voilà, bref, voilà, ça y est, je crois que je suis en train enfin de devenir aussi une vraie fan de l'émission. Bref, on va pouvoir passer au récap des portraits. Et on commence avec Jean-Louis de Hauts-de-France. Donc la semaine dernière, on avait Jean-Louis d'Occitanie. Et là, c'est Jean-Louis des Hauts-de-France qui a 67 ans. Donc je crois que c'est le plus âgé de cette saison, qui est un personnage assez marquant aussi. Je le trouvais assez original aussi. Parce que, en fait, souvent, quand on a des agriculteurs assez âgés qui ont vécu longtemps dans la solitude, il y a une sorte un peu de négligence dans leur mode de vie. Et lui, c'est tout l'inverse. Il est extrêmement organisé, voire maniaque. Il pense à tout, il prévoit tout. Il a déjà prévu sa retraite, il a tout prévu. Il a tout prévu. Tout est réglé dans sa vie. Et à mon avis, son point faible aussi est qu'il n'y a aucune place à l'imprévu.
Donc, une fois qu'on accepte d'entrer dans une relation avec un autre, il faut quand même accepter une certaine dose d'imprévu, puisqu'on ne peut pas savoir à l'avance comment va réagir l'autre à chaque instant. Du coup, je me demande si, malgré son désir profond qu'il a vraiment fait passer dans son portrait, de rencontre et de partager sa vie avec quelqu'un, je me demande si, dans son mode de vie, dans son mode de fonctionnement, il va trouver la place pour avoir une vraie relation, une relation équilibrée, où l'autre personne s'y retrouvera aussi. Par exemple, il a déjà acheté une paire de bottes taille 41 pour sa prétendante qui deviendra sa compagne, parce qu'il est déjà sûr que ça va marcher. Il a déjà ses bottes et il a déjà aussi acheté une écharpe et un bonnet à lui offrir, sans savoir qui est cette personne. Alors il y a un côté mignon où on peut se dire il se projette tellement qu'il prépare déjà les cadeaux, c'est quelqu'un d'attentionné qui fera des cadeaux, etc. Donc pourquoi pas. Mais je me dis ça peut être aussi assez envahissant et difficile du coup pour une vraie personne de se faire une place face à un homme qui a tellement imaginé ce qu'il attendait. Il a déjà prévu aussi où est-ce qu'il allait faire sa déclaration d'amour à sa prétendante qu'il choisira pour être sa compagne. Il a déjà tout prévu en fait. Et ouais, bon, c'est ce qui est à la fois intéressant, enfin c'est rigolo à regarder, mais d'un autre côté, je me dis que c'est quand même un peu dangereux. Et je ne sais pas si ça va aboutir sur une relation tout simplement. Parce que si c'est lui qui dicte un peu, qui pose le cadre et que l'autre doit suivre à tout prix, il risque d'y avoir un gros déséquilibre et une grande frustration. Du coup, j'ai vraiment peur de la déception qui, pour lui, à mon avis, serait difficilement surmontable étant donné toutes les attentes qu'il place dans sa participation à l'émission et dans sa vie, sa future vie de couple. Donc voilà, et d'un autre côté aussi, je l'ai trouvé très attachant, très... il se livre... Enfin bon, je pense qu'il y a des personnes qui vont lui écrire parce qu'on le cerne assez bien. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu à travers son portrait. Mais j'ai des grands doutes sur comment est-ce qu'il va pouvoir gérer toute cette incertitude, en fait, lui qui a vraiment ce besoin de contrôle et d'organisation. Donc hâte de voir ces speed dating surtout, et je pense qu'au moment des speed dating, on pourra voir un peu comment est-ce qu'il gère le fait d'être face à des vraies personnes qui n'ont pas forcément la même façon de penser que lui, ou si ça se trouve, il va trouver une femme qui attend exactement ce que lui propose, et du coup, tout sera parfait. Mais je pense que c'est quand même un peu, encore une fois, c'est un peu risqué comme pari, quoi, d'avoir des attentes extrêmement précises de comment vont se dérouler les choses, etc., et de s'attendre à ce qu'une personne remplisse amplement et à 100% ces attentes-là. Voilà pour Jean-Louis de Hauts-de-France. Ensuite, on a la deuxième femme de la saison, Géraldine, que j'ai trouvée très originale et même excentrique. Elle m'a fait penser un petit peu à Karel de la saison 19, mais en encore un peu plus originale et peut-être un peu plus réservée, un peu plus douce. C'est une mère célibataire qui a aujourd'hui 2 adolescents et qui est divorcée depuis plusieurs années. C'est une personne qui a eu plusieurs carrières dans sa vie. Donc elle a été comptable, elle a été graphiste et puis maintenant elle est gérante de son exploitation d'alpagas dans les Pays de la Loire, où elle a tout construite, elle aussi une fois encore. Donc ça confirme encore une fois ce schéma un peu de quand c'est des hommes, souvent ils ont hérité de l'exploitation familiale et ils ont continué ce qu'avaient commencé leurs parents ou leurs oncles. Et quand ce sont des femmes, elles ont un peu construit elles-mêmes leur exploitation, leur projet. Et voilà, bref. Géraldine, elle a 49 ans et elle a un élevage d'alpagas, donc c'est des lamas. Donc elle s'occupe de cet élevage-là, elle gagne son argent parce qu'elle en vend certains à des particuliers. Elle fait des produits aussi avec la laine des alpagas et elle organise aussi des visites de sa ferme, si je me souviens bien. Et elle, alors, elle est très... oui, voilà, elle est un peu originale, un petit peu dans son monde, on va dire. Mais elle n'a pas forcément eu de soucis pour faire des rencontres. Mais par contre, aujourd'hui, elle a des attentes de la personne avec qui elle veut partager sa vie. Et elle veut que ça soit dit dès le début, que quand la personne lui écrit, elle sait que qui elle est, ce que son quotidien implique et ce qu'elle recherche dans une relation. Donc elle veut un binôme qui partage ses passions. Donc principalement pour la nature et les animaux,
et qui soit aussi là un peu pour la protéger, pour être une épaule sur laquelle elle peut se poser, mais elle cherche pas quelqu'un pour l'aider dans toute la partie gestion de son exploitation. C'est vraiment juste un partenaire amoureux qu'elle cherche et une personne voilà, avec qui avancer, quoi, un binôme, un pilier, si j'ai bien compris. Pendant sa discussion avec Karine, elle raconte son enfance qui a été assez douloureuse parce qu'elle a eu des relations très difficiles avec son père qui était très autoritaire et qui n'exprimait pas du tout son amour et sa fierté pour elle. Donc c'est des choses qu'elle dit qu'elle porte encore aujourd'hui. Et donc à voir comment ça va se traduire peut-être dans ces relations. Je me dis toujours, dans la télé-réalité, il y a quelque chose, c'est que c'est scénarisé. J'en avais déjà parlé dans d'autres épisodes. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont toutes les images de tout ce qui s'est passé, les monteurs et les réalisateurs, ils se disent qu'est-ce qu'on va raconter comme histoire, qui est-ce qu'on met en avant, comment est-ce qu'on va faire ressortir, quels traits on fait ressortir de chaque personne, etc. Et ce que je trouve intéressant avec L'amour est dans le pré, c'est qu'au moment où ils montent et où ils diffusent les portraits, ils connaissent pas la suite. Donc, ils sont obligés vraiment de s'adapter au fur et à mesure. C'est-à-dire que si c'était une télé-réalité qui avait été filmée et montée avant qu'on nous la montre, là, en ayant ces informations sur Géraldine et son père, je me dirais, tiens, peut-être que cette question d'autorité, c'est un truc qu'elle va rencontrer dans sa relation après. Et du coup, ils nous mettent déjà l'info dès maintenant pour que, pour nous, ça soit, en tant que téléspectateur, téléspectatrice, ça soit plus lisible au niveau de son histoire et de son personnage. Mais là, en fait, on ne sait pas qui lui a écrit. Les personnes sont en train de lui écrire en ce moment. On ne sait pas comment vont se dérouler les speed dating ni les relations. Et du coup, il y a vraiment ce côté, au moment de faire le montage des portraits, ils ne peuvent pas nous donner les infos qui vont ensuite avoir du sens sur la suite de l'histoire. Ils sont obligés de nous donner des infos que eux jugent importantes, qui semblent importantes pour la personne et qui peuvent être importantes aussi pour créer une histoire d'amour, enfin être le plus transparent possible pour que des réelles histoires d'amour puissent ensuite se construire. Et je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on l'envisage plus de la même manière. Du coup, on se dit pas, tiens, attends, qu'est-ce qu'ils veulent nous faire envisager pour la suite ? Qu'est-ce qu'ils veulent nous préparer à voir comme image pour après ? Non, c'est plus ça, c'est vraiment... ils essayent de nous montrer au mieux la personnalité de Géraldine, comme ils ont vu Géraldine à ce moment-là, ce jour-là, cette période-là de sa vie. Et je trouve ça assez intéressant parce que, justement, ça vient un peu aussi... ça vient relativiser le côté scénarisé et tout est truqué, un peu tout est monté dans la télé-réalité. En même temps, si on veut que ça marche, il faut aussi une part de réalité, parce que si les personnes qui écrivent et qui vont à la ferme ensuite se rendent compte que c'est pas du tout la même personne que celle qui a été décrite, il y a un souci. Et ça arrive parfois, parce qu'il y en a pendant le portrait qui se survendent, et du coup, ensuite, les prétendantes ou les prétendants, ils arrivent, ils se disent « Mais attends, c'était pas du tout ça que tu racontais pendant ton portrait ». Et du coup, là, l'émission perd un peu en crédibilité, donc ils ont aussi un gage de vraiment d'être le plus proche possible de cette réalité de comment présenter une personne à cet instant-là. Bref, voilà, un truc que j'aime bien avec L'amour est dans le pré aussi. Et voilà pour Géraldine. On passe ensuite à Anthony. Anthony, alors ils ont fait tout un truc sur cette année, la grande famille de L'amour est dans le pré n'a jamais si bien porté son nom, car en effet, Anthony est le petit frère d'un ancien participant de L'amour est dans le pré, Thierry, qui était dans une saison que j'avais pas trop suivie, ou en tout cas dont je me souviens pas beaucoup. Mais donc Anthony, c'est le petit frère d'un ancien participant de L'amour est dans le pré, donc ça prouve que c'est un bon souvenir pour la famille. Enfin bon, ça leur sert bien aussi pour raconter leur histoire de à quel point L'amour est dans le pré, c'est génial. Mais bon, c'est pas, ça reste décent, ça reste digeste, on va dire. Et donc Anthony, il a 36 ans, il vient d'Occitanie et il a un élevage de volailles bio où il travaille pas seul mais avec une associée qui n'est pas de sa famille. Et il vient quand même d'une famille d'agriculteurs, mais là, il n'a pas hérité de l'exploitation. C'est lui qui a construit aussi avec son associé son travail actuel, si je me souviens bien. Hein. Je mélange un peu parfois. Bref. Et donc Anthony, je l'ai surnommé le gentil bourru. C'est-à-dire que c'est le mec dont Karine Le Marchand dit une de ses expressions préférées, lui, c'est un vrai gentil. Donc vraiment, il a un grand cœur, etc. Mais bourru parce que il a l'air un peu lourdingue, un peu extrêmement fermé aussi, donc pas très accessible.
Et c'est aussi un peu pour ça, je pense qu'il est encore, qu'il a besoin de l'aide de l'amour est dans le pré pour trouver l'amour, parce qu'il a du mal à s'ouvrir et à envisager une relation avec une femme. Pourtant, c'est ce à quoi il aspire, parce qu'il souhaiterait fonder sa famille. Donc Anthony, moi j'ai un peu du mal avec ce type de profil, mais je suis prête à changer d'avis. J'ai hâte d'en voir plus quand même. Mais pour le moment, je me suis pas vraiment attachée. C'est le Benjamin d'une fratrie de 7 enfants. Donc c'est une sacrée histoire quand même. C'est le petit poussé en fait. Et il est encore en deuil de sa maman, donc, dont c'était le petit dernier. Et moi j'ai noté, alors c'est de la psychologie de comptoir, hein, mais je pense qu'il a un syndrome de Peter Pan, c'est-à-dire qu'il est encore un peu coincé dans l'enfance. Enfin, pas dans sa manière de gérer sa vie professionnelle, mais dans sa manière de gérer sa vie privée, c'est encore l'éternel enfant. Il a du mal à prendre des responsabilités, à s'engager vraiment dans ce que représente la vie d'adulte. Et il est tout le temps en train de faire des petites blagues, des taquiner tout le monde, etc. Et aussi un peu de fuir les responsabilités d'une certaine manière. Du coup, ouais, c'était ma petite théorie, qui vaut pas grand-chose à mon avis, mais bon, on verra. Du coup, moi, je me demande s'il va réussir justement à devenir un adulte dans sa vie amoureuse et de prendre considération d'une autre personne, de prendre en compte les besoins d'une autre personne et d'assumer un peu les responsabilités de la vie de couple. C'est-à-dire, on n'est plus tout seul, on est à deux, donc il faut penser à l'autre. Et puis il faut aussi, faut donner le change, quoi. Donc il faut s'occuper de la maison, bref, il y a un rôle à jouer, il y a des responsabilités à tenir. Est-ce qu'il va y arriver ? Est-ce que justement de rencontrer quelqu'un, ça va l'aider à passer le cap ? Ou est-ce qu'il cherche quelqu'un qui va un peu le materner ? Je sais pas. Je suis un peu sceptique. Je suis pas sceptique, je suis dubitative. C'est-à-dire que j'ai besoin d'en voir plus avant de pouvoir vraiment le cerner. Mais je me dis que ça peut être aussi un bon candidat et que j'ai hâte de voir la suite. Puis encore une fois, il a un profil complémentaire aux autres, donc c'est très chouette. Voilà, ça c'était pour Anthony. Ensuite, on a Laurent, qui est un veuf de 58 ans, qui a un élevage, je sais plus où, mais c'est dans un endroit magnifique. Je crois que c'est dans le sud-est. Et c'est en altitude, et je trouve l'endroit où il habite vraiment idyllique. Enfin, on dirait un petit paradis. Et avec plein d'animaux, donc c'est un berger, il a 2 énormes Saint-Bernard et plein d'autres animaux. Il y a un côté un peu féerique, je trouve, dans son cadre de vie. Et alors, il a aussi un profil un petit peu différent, et du coup, je suis contente. Et je le redis encore une fois, mais je trouve qu'ils ont fait un taf énorme au niveau du casting. Et je critique souvent quand ça va pas, du coup, quand ça va, comment dire ? Je le dis aussi, j'insiste aussi. Il a perdu sa femme il y a 1 an suite à une maladie, elle avait eu un cancer. Et il se sent prêt à retrouver l'amour, et notamment parce que en fait, il s'était promis avec sa femme que le premier qui partirait... que celui qui se retrouverait seul en premier referait sa vie pour pas que l'autre vive dans un chagrin et dans une tristesse éternelle. Donc voilà, il semble assez au clair par rapport à ça. Il raconte qu'il a vu dans la saison 19 l'histoire de Michael, qui était aussi veuf et qui a retrouvé l'amour grâce à L'amour est dans le pré, et que ça l'a inspiré. Et puis quand Karine lui demande « Mais tu es sûr que tu es prêt à retrouver quelqu'un aussi rapidement ?» Il dit que oui, vraiment, il a fait son deuil, il a envie de partager la vie, et je pense que son âge aussi fait que, et la relation qu'il avait avec sa femme, fait que il a envie de vivre, quoi. Il a envie de profiter, il a envie de vivre, et puis il a envie de foncer. Du coup, je pense que ça peut vraiment marcher. S'il trouve la bonne personne, s'il trouve quelqu'un avec qui il est compatible, bien sûr. Je pense aussi, un de ses points forts, c'est qu'il sait ce qu'il cherche, puisqu'il a été dans une relation réussie pendant aussi longtemps. Il sait de quoi il a besoin dans sa relation, il sait ce qu'il peut apporter aussi à sa future partenaire. Donc ça, je trouve que c'est aussi un point très positif. Toutefois, là, il se sent prêt, mais je me demande si sa femme va pas être présente quand même une fois qu'il rencontrera les prétendantes, s'il va pas y avoir un sentiment de comparaison, de se dire « Ah, ma femme était quand même plus sympa » ou « Ma femme était plus ceci ». Enfin, ce que je pense est totalement humain, mais à voir comment est-ce qu'il va se positionner à ce moment-là. Moi, je pense qu'il est prêt, et j'ai hâte de voir. Je me demande s'il va pas justement trouver une femme qui, elle aussi, est veuve,
et où du coup il y aura un petit peu cette histoire similaire qu'ils auront tous les deux, et ils comprendront la douleur de l'autre sans forcément en parler tout le temps. Et en même temps, ce sera deux personnes qui ont furieusement envie aussi de retomber amoureuses et de revivre une vie de couple heureuse. Donc je pense que ça pourra peut-être correspondre avec un profil comme ça. Je me souviens de Christine, je crois qu'elle s'appelait comme ça, une grande fan de chiens. C'était saison 18 ou saison 17. Elle adorait les chiens et elle avait eu un prétendant qui était un peu à l'ouest, qui était venu en sabot. Mais... Bref, elle était aussi veuve et elle adorait les chiens et tout. J'imagine bien en fait un profil comme ça avec Laurent. Donc je crois qu'elle était un peu plus âgée, Christine, mais bref, sur le type de caractère. Donc je me dis pourquoi pas, je pense que ça peut le faire. Il a l'air très entouré aussi, beaucoup d'amis, une grande famille, et tout le monde a l'air d'accord avec le fait qu'il souhaite retrouver l'amour. Donc moi, j'ai trouvé cet environnement très sain et très propice à un nouveau couple. Du coup, j'ai vraiment hâte de voir la suite. J'ai beaucoup aimé Laurent et c'est Saint-Bernard aussi, je dois avouer. Et on finit ce deuxième épisode avec Samuel, qui est un viticulteur de Nouvelle-Aquitaine, qui fait aussi du cognac, je crois. Et Samuel, je dois avouer que je ne l'ai pas du tout senti. C'est un de ceux que j'aime le moins pour le moment. Enfin, je crois que c'est vraiment celui qui m'a un peu fait... qui m'a fait un peu des petits frissons dans la colonne vertébrale. Il y a des trucs que j'ai pas aimé qu'il a dit pendant son portrait. Alors encore une fois, c'est qu'un portrait de 10-15 minutes, donc c'est peut-être des trucs isolés que je surinterprète, mais je le sens pas. Mais j'ai hâte de voir la suite. Encore une fois, je suis tout à fait prête à me remettre en question et à changer d'avis. Et souvent mon instinct est mauvais, donc si ça se trouve, ça va être le plus adorable, hein. Mais je vais vous dire un peu pourquoi je ne l'ai pas trop senti. Donc Samuel, il a 49 ans, il vient de Nouvelle-Aquitaine, il est viticulteur, il est divorcé, il a une fille de 9 ans, et il raconte pourquoi ça n'a pas marché avec la maman de sa fille, qui donc est son ex-femme, parce qu'elle a eu une maladie. Et suite à ça, ils se sont éloignés, et ça a conduit à un divorce. On sait il y a des stats qui prouvent que quand une femme tombe malade, souvent son mari part ou son mari ne l'aide pas. Son mari fuit. En fait, il fuit ses responsabilités et il la laisse un peu seule avec sa maladie, plus toutes les tâches de la maison. Et je ne peux pas m'empêcher, alors j'ai aucune info là-dessus, rien ne le prouve, absolument rien. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que peut-être qu'il a juste pas assumé ses responsabilités de mari, qu'il n'a pas été là pour sa femme pour la soutenir, qu'il a continué à privilégier son travail sur sa compagne, sur sa femme qui était malade à un moment, et que c'est ce qui fait que leur relation en fait s'est effritée et que sa femme a fini par demander le divorce. Et encore une fois, je ne suis pas certaine de cette histoire, c'est juste une interprétation. Et je pense qu'on n'en saura jamais plus, et c'est aussi leur vie privée. Sa femme, c'est son ex-femme, c'est pas elle qui participe à L'amour est dans le pré, c'est normal qu'ils donnent pas plus de détails sur leur histoire. Mais si c'est le cas, ça veut dire que c'est une personne qui est un peu un profil qui va profiter dans la relation, qui attend que la personne, je vais pas dire le serve, mais que la personne soit là pour lui sans que lui n'ait forcément besoin d'être là pour elle. Voilà, si je peux le dire simplement. J'ai trouvé qu'il avait ce côté un peu égocentrique, et cette anecdote-là m'a fait donc surinterpréter une histoire qui fait que ça a renforcé ce sentiment-là. Encore une fois, peut-être que je me trompe, il a un côté quand même très souriant, très charmant, donc ça peut peut-être le faire, mais il a dit 2 ou 3 autres trucs qui m'ont fait un peu grincer des dents à chaque fois. Mais c'est personnel. Du coup, j'ai envie quand même qu'il trouve quelqu'un qui lui corresponde, je le souhaite. Je souhaite qu'il me fasse démentir absolument tout ce que j'ai dit dans ce portrait, et je ne lui souhaite que du bonheur. Mais par contre, je l'attends au tournant, c'est-à-dire qu'il a intérêt à bien traiter toutes ses prétendantes. Voilà Samuel. Eh bien, c'est la fin du coup de ce deuxième épisode récap des portraits de la saison 20 de L'amour est dans le pré. Et comme en ce moment, il y a plein de téléréalités, principalement de dating show, mais aussi d'autres que j'ai envie de vous récapituler, dont j'ai envie de vous faire des récaps. Je vais sortir la dernière partie ce samedi, comme ça mercredi prochain, on peut passer à Love is Blind Germany. Merci pour votre écoute.